Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 16 juin 2026 et notre cher ami, le professeur Sayed Marandi, est avec nous. Bienvenue à nouveau. Merci de m'avoir invité. Nima, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Je voudrais commencer par la déclaration du Hezbollah d'hier, parce qu'elle était vraiment importante. Beaucoup de gens disaient qu'en signant ou en acceptant ce protocole d'accord, l'Iran trahissait le Hezbollah, trahissait le Liban. Et à mon avis, tout ce genre de bêtises qu'on entend en ce moment. Mais d'après le communiqué du Hezbollah, ils ont déclaré que le Hezbollah avait spécifiquement salué le guide suprême de l'Iran, le président, le gouvernement, les forces armées et les gardiens de la révolution islamique, les IRGC. Et ce qui est important dans ce communiqué, à mon avis, c'est la manière dont il parle du rôle de l'Iran dans la coordination des actes de résistance. L'Iran soutient ces actes de résistance et le combat en cours, un combat qui n'est pas terminé, qui continue. Et dans le cas du Liban, comme on le sait, le principal problème se trouve au Liban même. C'est pourquoi, dans ce communiqué, le Hezbollah affirme que le Liban devrait profiter du soutien international et régional actuel pour renforcer sa souveraineté. Il est dit qu'il exhorte le gouvernement libanais et les différentes forces politiques à adopter une position nationale unifiée. C'est, je pense, le moment pour le Liban de comprendre qu'avec le temps, le principal objectif d'Israël, c'est de provoquer une forme de guerre civile au Liban. Et en ce moment, avec le protocole d'accord, personne ne sait vraiment ce qui se passe avec ce document. Mais au moins, l'Iran essaie de faire pression sur le gouvernement des États-Unis, dans le cas du Liban, pour qu'il se retire du pays. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce point? Et à quel point est-ce sérieux? Parce que, pour répondre à ceux qui affirment que l'Iran ne soutient pas le Liban, ne soutient pas le Hezbollah, je pense qu'il vaut mieux commencer par expliquer quelle est la nature, quelle est la réalité de la relation entre l'Iran et le Hezbollah, pour beaucoup de nos auditeurs qui ne la connaissent pas bien. Je pense que les critiques contre l'Iran et le Hezbollah, en ligne comme hors ligne, peuvent se diviser en trois groupes. Le premier, ce sont les bots. Ils sont contrôlés par différents pays, des régimes familiaux arabes du Golfe Persique, d'autres dictatures du camp américain, ou encore par le régime israélien, ou même par les membres de l'OMPI. Il y aura toujours un grand nombre de ces comptes qui attaqueront l'Iran, quoi qu'ils fassent. S'ils ripostent, fausse, on les attaque parce qu'ils ont riposté. S'ils retiennent leur feu, on les attaque parce qu'ils l'ont retenu. S'ils acceptent un cessez-le-feu, on les attaque pour ça. Et s'ils reprennent le combat, on les attaque pour avoir violé le cessez-le-feu. Donc, quoi qu'il arrive, ce groupe, et bien sûr, ils sont contrôlés par des forces et des acteurs de la région, soit occidentaux, qui soutiennent le génocide, soit financés par l'Occident, donc soumis à ce que l'Occident veut. Ou alors, ils viennent de notre région et sont financés par ces régimes arabes qui ne font rien pour le peuple palestinien, rien pour le peuple libanais, ni pour la région. Ce sont juste des régimes alignés sur le camp américain. Donc, il ne faut pas les prendre trop au sérieux. Le deuxième groupe, ce sont des gens partout dans le monde, passionnés par la cause palestinienne et par le Liban, et qui veulent ardemment voir l'Iran et le Hezbollah punir le régime israélien et punir l'Empire. Mais eux aussi doivent garder à l'esprit que l'axe du mal est très puissant, et que l'axe de la résistance, c'est l'Iran, le Yémen, le Hezbollah et la résistance en Irak. Donc, cet axe du mal contrôlé par l'Empire, c'est littéralement toute la région. Cette région a soit été directement impliquée dans la guerre contre l'Iran, soit elle coopère en silence avec les États-Unis, comme le régime en Azerbaïdjan. Et bien sûr, le fait que la Turquie permette aux États-Unis d'utiliser son territoire contre nous, ses installations radars,
ainsi que les avions de l'OTAN pour surveiller nos mouvements. Sans parler des zones kurdes dans le nord de l'Irak, et ainsi de suite. C'est donc un combat très difficile pour les Iraniens et pour le Hezbollah. Les sacrifices faits par la résistance au Liban sont énormes, et ceux consentis par les Iraniens le sont tout autant depuis des années, en particulier au cours de l'année écoulée. En ce moment, on est pendant l'anniversaire. C'est l'anniversaire de la guerre de 12 jours. Et c'était justement aujourd'hui que j'étais à la radio et télévision iranienne, dans le bâtiment où toi et moi nous étions déjà rencontrés, je crois, quand ils ont bombardé la radio et télévision iranienne. Donc oui, c'est une guerre difficile qui dure depuis un moment. L'Iran a fait beaucoup de sacrifices en chemin et il fait tout ce qu'il peut pour aider le peuple de Gaza, pour aider le peuple du Liban et pour soutenir tous ses amis et alliés. Mais l'Iran reste un pays soumis à des sanctions de pression maximale, donc il ne faut pas avoir des attentes au-delà de ce qui est possible. Le troisième point, le troisième sujet, ce sont les Iraniens eux-mêmes. Il y a une partie importante de la société iranienne qui s'oppose à cet accord. Et ils pensent qu'on aurait dû obtenir un meilleur accord et que les États-Unis sont totalement indignes de confiance, ce qui est vrai. Et bien sûr, il y a des éléments dans cet accord qui ne me satisfont pas. Mais je pense qu'au final, en tenant compte de la réalité sur le terrain, c'était un bon accord. On ne peut pas tout avoir quand on fait face à une immense coalition du mal. L'Iran a gagné la guerre et il a gagné la guerre d'usure. Et à la table des négociations, il a l'avantage. Mais l'ennemi n'a pas disparu. Les partisans du sionisme et du génocide n'ont pas disparu non plus. Et leurs alliés régionaux restent leurs alliés régionaux. Alors, ces Iraniens en Iran qui sont en colère parfois, quand ils me croisent dans la rue, ils me le font sentir, même si je ne suis pas un négociateur. Mais ils expriment bien leur colère contre moi. J'ai passé quelques jours assez mouvementés, mais je pense qu'en général, ce qui ressort de cet accord est positif. Est-ce que ça veut dire que cet accord va être appliqué? Non, personne ne dit ça. Et si les États-Unis ne respectent pas leur part du marché, l'accord échouera. Nous ne faisons absolument pas confiance aux Américains. Nous ne sommes pas naïfs et nous n'allons pas répéter les erreurs que nous avons déjà commises. Par exemple, à propos de l'accord nucléaire, le JCPOA, ou d'autres accords que nous avons eus avec les États-Unis. Cette fois, l'Iran va utiliser son influence et il va le faire de manière très affirmée. Nous en sommes encore au début de ce processus. Mais d'après ce que je sais, le peuple libanais est plutôt satisfait de voir qu'on avance vers une possible fin de cette phase du conflit. Nous nous attendons à ce que le régime israélien fasse tout ce qu'il peut pour perturber l'accord, pour le faire échouer. Et l'Iran fera tout ce qu'il peut pour s'assurer que le régime israélien échoue dans ce qu'il entreprend. La situation reste mouvante. Mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, la réalité sur le terrain, c'est qu'après la guerre, l'Iran est resté debout. Ce n'est pas simplement qu'il a survécu. Pendant la guerre, beaucoup disaient que si l'Iran survivait, cela voudrait dire qu'il avait gagné. En réalité, ce n'était pas ça. Pendant la guerre, l'Iran a frappé fort, jour et nuit, jusqu'à la toute fin. C'était pas comme un boxeur qui se fait... Enfin, je n'ai pas regardé de boxe depuis des décennies. La seule fois, c'était quand j'étais enfant, avec Muhammad Ali. Mais ce n'est pas comme un boxeur qui encaisse les coups sans jamais tomber, ni être mis KO. Non, l'Iran a riposté tout aussi fort, voire plus fort. L'Iran a bombardé régulièrement le régime israélien. L'Iran a frappé et détruit toutes ses bases américaines dans la région, ou les a gravement endommagées. Et l'Iran a détruit les moyens de ces régimes qui ont participé à l'attaque contre lui, ceux qui ont facilité la guerre,
chaque fois que le pétrole, le gaz ou les infrastructures vitales de l'Iran étaient visées. Et à mon avis, les dégâts subis par ceux qui se sont opposés à l'Iran sont plus importants que ceux que l'Iran a lui-même subis. Et les dégâts subis par l'Iran, à part ceux infligés à ses infrastructures critiques, comme les usines pétrochimiques, les aciéries ou les usines pharmaceutiques, qui sont des cibles faciles, ou encore à l'industrie gazière iranienne. Si on regarde du côté militaire, les dommages ont été très limités. L'armée de l'air iranienne, dans l'ensemble, avait été mise à l'abri. Les systèmes de défense antiaérienne étaient cachés. Les bases de missiles sont restées intactes. Leurs bases de drones, leurs usines, tout est resté debout. Ils ont subi très peu de pertes de ce côté-là. Alors qu'en face, l'Iran a obtenu d'énormes succès. Donc, ce n'est pas seulement que l'Iran a survécu, l'Iran a gagné la guerre. Et ensuite, les Américains ont lancé leur guerre de siège. Ils ont échoué. C'est pour ça que, quand Netanyahou a commis l'erreur insensée de bombarder Beyrouth et que l'Iran s'apprêtait à riposter de manière très dure, Trump a accordé ses concessions. Et on a pu conclure un accord, parce qu'on était dans une impasse. Contrairement à ce que disaient Trump et le Premier ministre pakistanais, on n'avait pas de texte final. Et vous le savez, on était bloqué sur plusieurs points, notamment sur le Liban, et aussi sur la levée du blocus des ports iraniens dès le premier jour, alors qu'eux voulaient le faire à partir du deuxième mois. Donc après la frappe de Netanyahou et au moment où l'Iran commençait à se préparer à riposter, Trump est tout de suite intervenu et a ordonné à ses équipes d'accorder les concessions. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. L'Iran est dans une position de force, mais il faut rester lucide. L'ennemi n'a pas été vaincu. Cet empire existe toujours. Et moi, je pense que les gens qui soutiennent la résistance et l'axe de la résistance doivent faire pression sur leur gouvernement, où qu'ils soient sur cette planète, pour qu'ils changent de politique. Si ce sont des gouvernements de la région, ils doivent faire pression pour modifier leur politique sur la Palestine et vis-à-vis des États-Unis. Et s'ils sont en dehors de la région, ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent, de manière pacifique, pour pousser leur gouvernement à s'éloigner davantage du régime israélien et de ses forces de génocide. Dans la déclaration du Hezbollah, ils évoquent essentiellement 4 objectifs. Le premier, c'est la libération complète du territoire libanais. Le deuxième, le retour des prisonniers libanais. Ils veulent aussi le retour des habitants déplacés dans leurs foyers dans le sud du pays, ce qui a commencé depuis l'annonce du protocole d'accord. On a vu beaucoup d'images venant du Liban montrant que des gens rentrent chez eux dans le sud et que la reconstruction des zones endommagées pendant le conflit est en cours. Voilà les objectifs. À mon avis, les 2 derniers, le retour des habitants et la reconstruction, dépendent des actions de la résistance et de la manière dont ils comptent s'organiser avec le temps. Mais la question principale, la libération complète du territoire libanais. Comment voyez-vous cela? Eh bien, les Iraniens vont continuer à faire pression sur les États-Unis. Et l'Iran a des moyens de pression. Le régime israélien doit se retirer. Professeur Marandi, désolé de vous interrompre. Nous venons tout juste d'entendre le ministre iranien des Affaires étrangères déclarer que toute attaque militaire du régime sioniste contre le Liban, ainsi que la poursuite de l'occupation, constitue une violation du mémorandum d'entente. Sans le retrait des forces israéliennes des territoires qu'elles ont occupés pendant cette guerre, la guerre ne prendra pas complètement fin. Oui, la guerre ne prendra pas complètement fin, oui. Oui, donc sans aucun doute, les Iraniens vont continuer à utiliser leur influence. Ce n'est pas fini.
Nous avons affaire à l'ennemi. Ce n'est pas comme si nous entrions dans une phase de paix et que tout était réglé. Bien sûr que non. La question palestinienne n'a pas disparu et Gaza n'a pas non plus été retirée de l'agenda. Et si nous arrivons à un espace de négociation avec les États-Unis, la question de Gaza, la question de la Palestine sera au centre. Sans aucun doute. C'est écrit dans ce protocole d'accord. Quand il parle du Liban et de toute la région, cela inclut Gaza. Mais bien sûr, Gaza, le problème avec Gaza, comme je l'ai déjà dit, je crois, c'est que les régimes de la région, Sisi, Abdallah en Jordanie, Erdogan, les régimes du Golfe Persique et d'autres, se sont alliés à Trump, ont collaboré avec lui pour imposer un cessez-le-feu honteux aux Palestiniens de Gaza et pour blanchir le génocide de Trump. Ils se sont réunis en Égypte et c'est ainsi qu'ils ont aidé Trump à imposer un cessez-le-feu injuste à Gaza, au Hamas, au djihad islamique palestinien. Et depuis ce moment-là, depuis ce cessez-le-feu, le cessez-le-feu de Trump, presque 1000 Palestiniens ont été tués à Gaza. Presque 1000 personnes assassinées depuis le cessez-le-feu. Et le régime israélien, lui, continue d'avancer. Aucun de ces pays qui s'étaient réunis en Égypte pour cette cérémonie de signature et qui était, je ne veux pas employer de mots désagréables, mais qui flattait Trump, aucun d'eux n'a rien fait. Il n'y a que l'Iran, le Hezbollah, Ansarullah au Yémen et la résistance en Irak qui soient prêts à agir. Pour que Gaza ne disparaisse pas de l'agenda, l'Iran va chercher, au minimum, à faire appliquer ce cessez-le-feu injuste et inéquitable, celui que certains régimes de la région, enfin bref, il y en a plusieurs, on peut facilement retrouver leurs noms, ont soutenu. Mais l'Iran va au moins essayer de faire en sorte que ce cessez-le-feu injuste soit réellement mis en œuvre, parce qu'il ne l'est pas pour l'instant. Ce qui se passe au Liban, c'est que le régime israélien est en difficulté. Et il y a des différences entre Netanyahou et Trump. Certains diront que tout ça, c'est pour la façade, qu'ils sont en réalité sur la même ligne. Mais je ne pense pas que ce soit tout à fait exact. Je pense qu'il y a effectivement de vraies divergences qui apparaissent. Et la raison, c'est que la fermeture du détroit d'Ormuz, la défaite des États-Unis sur le champ de bataille et dans la guerre de siège ont rendu la situation économique assez dangereuse. Et comme vous le savez mieux que moi, les experts du pétrole, les spécialistes de l'énergie, disent qu'on est au bord d'une crise majeure, et que les pénuries vont commencer à se faire sentir dans les semaines qui viennent, d'ici la fin juin et pendant le mois de juillet. Donc, Trump est pressé. Je pense que la raison pour laquelle Trump a accordé ses concessions à l'Iran à la dernière minute alors qu'on était dans une impasse, c'est qu'il craignait que si l'Iran tirait des missiles sur le régime israélien, ce régime réponde et que l'Iran réplique à son tour. Et que cela dure 1 jour, 2 jours, 3 ou 4 jours, jusqu'à ce que les Israéliens soient forcés de reculer. Mais cela aurait retardé tout le processus d'1 semaine, 2 semaines, peut-être 3, et il aurait alors été trop tard. En d'autres termes, la crise va frapper. C'est ma conviction. Je ne dis pas que c'est absolument certain, mais je pense qu'il y avait une raison à l'urgence de Trump et au fait qu'il ait fait ses concessions. Et ces concessions concernaient le Liban. Il y en avait d'autres, mais celle-là portait sur le Liban. C'est pour ça que le ministre iranien des Affaires étrangères a fait la déclaration que vous venez de mentionner, parce que c'est prévu dans l'accord. Les Américains voulaient laisser le Liban de côté, ou utiliser un langage vague. Ils ont été forcés de changer. Donc c'est un processus. Comme pendant la guerre, certains disaient, vous savez, que l'Iran devait frapper plus fort. Mais il y a des calculs derrière tout ça. L'Iran se préparait à une guerre très longue. Il ne tirait pas au hasard. Il lançait des missiles et des drones de manière à pouvoir continuer à le faire avec les mêmes volumes pendant encore 1 an. Tout repose sur des calculs. Dans cette guerre d'usure, l'Iran a tenu plus longtemps que les Américains.
les Iraniens ont essayé de gérer leurs affaires de façon à pouvoir résister davantage pour que la crise mondiale, la crise énergétique, touche d'abord les Américains. L'Iran a réussi. Et à la table des négociations, même quand le Premier ministre pakistanais et Trump disaient « Nous avons un texte final », l'Iran n'a pas bougé. Ils ont dit non, ces questions doivent être réglées. C'est vrai, l'Iran a fait quelques concessions. C'est comme ça dans une négociation. C'était pas une reddition totale de l'autre côté, mais c'était quand même une victoire pour l'Iran. Donc l'accord, c'est que les gens, partout dans le monde, qui ont lu certains éléments de cet accord, savent que c'était un échec pour les États-Unis, une nouvelle défaite, quelque chose que Trump a dû accepter. Mais certains diront, ils ne vont pas l'appliquer. Nous savons que c'est une probabilité, pas une simple possibilité. C'est tout à fait probable. Oui, c'est probable que ce soit le cas. Mais nous avons nos leviers et nous nous préparons à une guerre plus large. Pendant que nous parlons, l'Iran se prépare à la guerre. L'Iran a beaucoup appris sur les capacités militaires des États-Unis et il utilisera ses connaissances à l'avenir. Et bien sûr, l'Iran essaie de préparer son pays, sa population et son économie à un conflit prolongé, si cela devient nécessaire. Donc, ce n'est pas comme si l'Iran restait les bras croisés, naïvement, en allant à la table des négociations en pensant que tout va bien et que tout est terminé. Non, l'Iran se prépare, il négocie en position de force et il continuera d'avancer avec une grande prudence. Quelle est la perception du côté iranien d'une éventuelle attaque israélienne contre l'Iran? Beaucoup d'entre nous en parlent régulièrement en disant que, sans l'aide des États-Unis, Israël ne pourrait pas frapper l'Iran, tout simplement parce qu'ils doivent ravitailler leurs avions de chasse. Est-ce que ce point sera mentionné dans l'accord? Parce que sans les États-Unis, Israël ne serait pas en mesure de mener une attaque d'envergure contre l'Iran. C'est ça, l'essentiel. Et comment cela va-t-il apparaître dans le mémorandum d'entente ou dans tout autre accord à venir? Eh bien, le protocole d'accord, la première phase, c'est la partie facile. Et même cette partie facile, on n'est pas sûr que tout va se passer sans accroc. En fait, je serais très surpris si les 2 prochains mois se déroulaient sans problème. Vraiment, ça me choquerait. Les vrais enjeux concernent la deuxième phase, la présence américaine dans la région, les menaces israéliennes, Gaza, le Liban, le programme nucléaire, les sanctions. Tout ça devra être traité. Absolument tout. Et l'Iran n'a pas l'intention d'accepter. Enfin, la deuxième phase ne porte pas sur le programme nucléaire iranien. L'Occident continue de dire ça. Les Américains le répètent. Les médias occidentaux aussi. Mais en réalité, il s'agit de beaucoup d'autres choses, notamment des sanctions contre l'Iran. Les Américains n'obtiendront aucune concession, à moins d'en faire eux-mêmes de bien plus importantes. Et ces concessions concernent la stabilité future de notre région et bien sûr la situation en Palestine, la situation au Liban. Tous ces éléments devront être abordés. L'autre point, professeur Marandi, c'est que je ne sais pas si c'était précisé dans l'accord, dans le protocole d'entente, que si Israël attaquait de nouveau, Beyrouth ou Dahiya, l'Iran réagirait forcément contre Israël. Parce que l'Iran avait reculé, avait décidé de ne pas frapper Israël à cause du protocole d'entente et des concessions que vous avez mentionnées du côté des États-Unis. Alors, comment cela serait-il traité si Israël attaquait à nouveau Dahiya ou Beyrouth? La ligne rouge est là. Comme vous l'avez justement dit, on était sur le point de frapper. Mais ensuite, ils ont fait des concessions. Ces concessions concernaient le Liban. Oui, le Liban lui-même. Donc on aurait pu tirer quelques missiles et les Américains auraient pu retirer ces concessions. Et on se serait retrouvé avec un autre mois de bombardement
sur différentes régions du Liban. Bien sûr, la résistance aurait riposté et les aurait frappés. Mais le calcul, c'était que, puisqu'ils ont accepté de mettre fin à la guerre et de partir, ce serait une défaite pour le régime israélien. Et si Netanyahou obéit à Trump, il est fini. S'il désobéit à Trump, c'est mauvais pour lui, et Trump est humilié. Donc il se retrouve dans une sorte d'échec et mat sur ce plan-là. Si le régime israélien empêche l'accord d'avancer, alors le monde va le tenir pour responsable. Pas seulement pour avoir commis un génocide, pas seulement pour avoir déclenché cette crise, pas seulement pour avoir provoqué cette crise énergétique, mais aussi pour refuser d'y mettre fin. Donc le régime et la presse hébraïque, c'est évident qu'ils ne sont pas contents du tout. Ils sont très mécontents. Et je pense qu'à ce moment-là, l'Iran avait décidé de tirer ses missiles. Il n'a pas reculé. C'est pour ça que Trump a fait ses concessions, parce qu'il savait que l'Iran allait attaquer. Et ensuite, il a fait ses concessions qui ont comblé l'écart entre la position iranienne et la position américaine, dont une grande partie était liée au Liban. Il y a un rapport sur Axis, basé sur des informations reçues de la CIA. Et le directeur de la CIA affirme que l'Iran n'est pas honnête dans la manière dont il négocie avec les États-Unis. Ils nous disent une chose, mais en coulisses, leur discours est complètement différent. Quelle est donc la position de l'Iran sur le programme nucléaire? Et quel intérêt aurait l'Iran à ne pas être honnête dans ces négociations? Est-ce que l'Iran a quelque chose à y gagner? Je pense que le programme nucléaire iranien est un sujet majeur depuis très longtemps pour les pays occidentaux. Du côté iranien, ils savent ce qu'ils veulent. Ils connaissent leurs capacités et ils savent ce qu'ils peuvent en tirer. Et puis, il y a eu la fatwa en Iran, prononcée par le guide suprême. Avec le nouveau guide suprême, je crois que cette fatwa est toujours en vigueur. Quelle est votre compréhension de cela? Parce qu'il semble que l'un des points essentiels en ce moment, c'est bien le programme nucléaire iranien, comme le souligne Donald Trump. Axios est un outil, et c'est un outil utilisé par la Maison-Blanche. Donc il dira tout ce qu'il faut pour renforcer la position de la Maison-Blanche. On a vu ces derniers mois comment Axios a manipulé les marchés pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. C'est clair. Souvenez-vous, on disait qu'un accord de paix, ou du moins un accord, était sur le point d'être conclu entre l'Iran et les États-Unis. Ils ont fait le coup plusieurs fois. Et à un moment, ils ont vraiment provoqué un énorme bouleversement sur le marché de l'énergie, alors qu'il ne se passait strictement rien. Ils ont tout simplement inventé cette histoire. Donc il ne faut pas accorder de crédibilité à ce que dit Axios. Axios, c'est un porte-voix. Et quand il publie ce genre d'informations, c'est pour mettre la pression sur l'Iran. Mais ça ne changera rien. Le programme nucléaire iranien a été examiné de très près, et même de façon injuste, par l'Agence internationale de l'énergie atomique pendant de nombreuses années. Et Joe Kahn, dans sa lettre de démission, a dit très clairement que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. Donc je pense que pour la CIA, ou pour quiconque au sein de la CIA, ou peu importe qui a dit ça à Axios, parler de malhonnêteté me rappelle un ancien directeur de la CIA qui avait dit un jour « Nous mentons, nous trichons, nous volons ». Pompeo, à mon avis, reflète parfaitement la réalité de la CIA et de tout le régime politique à Washington. Ils mentent, ils trichent, ils volent, et en plus, ils commettent des génocides. Comment évolue la situation entre l'Iran et les pays du CCG avec le temps, avec le protocole d'accord, et avec cette nouvelle dynamique entre l'Iran et les États-Unis? Parce qu'après tout, quand on parle de la région, je pense que c'est un point particulièrement important.
La manière dont l'Iran perçoit les pays du CCG, la manière dont ces pays voient la nouvelle situation en Asie de l'Ouest, en tenant compte du détroit d'Ormuz. Est-ce que tout cela pourrait ramener un peu de raison dans la région? Tu sais, j'espérais qu'on parlerait du match de football entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande, mais tu tiens absolument à parler de mort et de destruction. D'ailleurs, c'était incroyable. T'as vu combien de supporters iraniens il y avait dans le stade? Oui, et combien de gens soutenaient l'Iran partout dans le monde. Tu sais, un ami à moi aujourd'hui, je ne dirai pas qui, il m'a demandé de ne pas le faire, a fait une interview avec un grand dirigeant mondial, une personne très importante, et tu connais son nom. Oui, tu connais son nom. Pas un petit responsable local, non, une vraie personnalité, quelqu'un de connu dans le monde entier. Et cette personne disait, lui ou elle, qu'elle soutenait l'Iran, surtout, vraiment. J'ai même la phrase exacte. Je suis tellement fan de l'Iran. Peut-être que je te dirai qui c'est hors micro, mais il m'a demandé de ne pas le révéler. En tout cas, oui, c'était vraiment extraordinaire. C'était assez intéressant de voir à quel point, à l'intérieur même des États-Unis, l'Iran a autant de partisans. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les monarchistes avaient appelé à manifester contre l'équipe iranienne. Mais ils étaient quoi? Une douzaine à peine, quand l'équipe est arrivée aux États-Unis pour le match. Et pourtant, les États-Unis traitent très mal l'équipe iranienne. Ils doivent repartir le jour même du match. Ils arrivent le jour du match, ils jouent et ils repartent aussitôt. Et il y a même 2 ou 3 joueurs iraniens qui, pour l'instant, ne peuvent pas rentrer. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Iran a bien joué. Et surtout, que l'Iran bénéficie d'un vrai soutien à l'intérieur des États-Unis. Pour moi, ça montre clairement que les médias occidentaux, et plus largement l'Empire occidental, stout en kingdom thwol Juracy. Oui, mais oui, tu allais dire quelque chose. Oui, le sujet c'était la situation entre l'Iran et les pays du CCG. Ensuite, tu as changé de direction. Oui, j'allais justement répondre à ça. Je pensais que tu voulais ajouter quelque chose à la discussion. Mais à propos du football, donc, eh bien, l'Iran est en négociation avec ces 5 pays. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que, en ce moment, Donald Trump rencontre le gouvernement du Qatar, le chef du gouvernement qatari. Aux Émirats arabes unis, le dirigeant parle de l'accord, de la manière dont la situation évolue. C'est pour ça que je pose la question. Je veux connaître la position de l'Iran à ce sujet. Eh bien, tout d'abord, une autre chose que Trump a dite, c'est qu'Israël devrait quitter le Liban et laisser la Syrie s'en occuper. Exactement. Oui, Et ça en dit long. Et pour tous ceux là dehors qui ont soutenu les éléments d'Al-Qaïda et de Daesh au fil des années, et qui ont menti en disant qu'il s'agissait simplement de Syriens ordinaires se levant contre l'ancien régime, ceux qui étaient payés par le Qatar, par l'Arabie saoudite, par les Émirats, par Erdogan, ou encore par des gouvernements occidentaux. Ceux qui ont menti sur les armes chimiques en Syrie. Les vraies armes chimiques, elles, ont été utilisées contre nous, pas en Syrie. Là-bas, c'était de fausses attaques, comme l'ont justement souligné des gens comme Aaron Maté et bien d'autres, ainsi que les lanceurs d'alerte qui se sont rendus sur place et ont constaté les incohérences dans les accusations portées. Alors, oui, tout cela en dit long sur Jolani, qui, soit dit en passant, a tout fait, vraiment tout, pour bloquer la frontière entre la Syrie et le Liban, afin que l'Iran ne puisse rien faire passer pour soutenir le Hezbollah. Alors, Jolani, le gouvernement au Liban, le président et le premier ministre, le régime israélien, Trump, tous ont collaboré avec les ambassades occidentales, les ONG occidentales et ces régimes arabes du Golfe Persique à travers leurs relais au Liban.
Ils ont tous travaillé ensemble pour étouffer les réfugiés et pour étouffer la résistance. Mais de toute façon, ils ont échoué, et l'histoire s'en souviendra. Ce que le Hezbollah a fait, ce que la résistance a fait, et ce que leurs soutiens ont fait, qu'ils soient sunnites, chiites, chrétiens ou druzes, montre bien que la famille de la résistance au Liban est vaste et que la tente est très large. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement de Jolani échouera. Je veux dire, s'il tente quoi que ce soit, des missiles frapperont son palais, des drones détruiront son armée et la résistance irakienne le renversera. Je doute que Jolani soit assez stupide pour faire une chose pareille. Mais les négociations entre l'Iran et ces pays continuent et il y a eu quelques avancées. Il y a aussi eu des progrès avec l'Arabie saoudite. Et tout ce que veut l'Iran, c'est que ces pays prennent leur distance et qu'ils cessent de faire confiance aux États-Unis. Les États-Unis ne se soucient pas d'eux. Ils ont versé des milliers de milliards de dollars aux Américains. Ils leur ont donné des sommes colossales. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont laissé les États-Unis utiliser leur territoire contre l'Iran? Les États-Unis n'ont pas pu les protéger. Ils n'ont même pas cherché à le faire. Ils étaient bien sûr complices de ce crime. Mais ils ne pensaient pas que les Américains seraient aussi faibles, ni qu'ils seraient aussi indifférents, ni qu'ils donneraient la priorité à la vie d'un seul sioniste plutôt qu'à toute la population de la péninsule arabique. Mais je pense que ça les a rendus plus réalistes. Alors les Iraniens essaient de les convaincre de changer de cap, d'établir une meilleure relation avec l'Iran et de la renforcer, ce qui affaiblirait le régime israélien. Si la région s'unissait, si les tensions diminuaient et si les pays redevenaient vraiment souverains au lieu d'être les instruments d'un vampire, ce serait à leur avantage. Ce serait bénéfique pour leur peuple et ce serait au détriment du régime israélien. Mais il y a eu quelques avancées. Et comme je l'ai dit, ils ne leur parlent pas collectivement. Ce sont des négociations en tête-à-tête qui ont lieu. Je pense que si beaucoup de gens en Occident ne comprennent pas ce qui se passe avec l'Iran, c'est parce qu'ils voient ce pays, dans le contexte issu de la guerre, comme une puissance impériale qui chercherait à dominer la région, à envahir ou à faire pression sur les autres. Mais ce n'est pas du tout cette attitude-là. Il faut bien le préciser, parce que c'est essentiel de comprendre que l'Iran n'a aucune ambition territoriale, ni aucune volonté d'exercer une pression économique pour obtenir quelque chose. C'est autre chose, quelque chose de plus profond qu'il faut vraiment saisir. On ne peut pas utiliser ces arguments contre l'Iran. On ne peut pas, parce que depuis très longtemps, il y a une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, les dirigeants iraniens disaient déjà que ces bases dans votre pays allaient être utilisées contre eux et pour protéger Israël, pas pour vous protéger, vous. Alors, quelle est la nouvelle approche de l'Iran, s'il y en a une? Parce que selon moi, la position iranienne est restée la même depuis le début. Oui, vous avez tout à fait raison. Les Iraniens ne veulent pas de tension avec ces pays. L'Iran n'a aucune ambition dans ces pays. Il n'a pas une seule base militaire en dehors de ses frontières, nulle part. Vous ne voyez pas le drapeau iranien en Irak, ni au Yémen, ni auparavant en Syrie ou au Liban. Non, l'Iran n'a de drapeau que dans ses ambassades et à l'intérieur de ses propres frontières. Et ces mêmes régimes qui ont aidé les Américains dans la guerre contre l'Iran, ce sont eux aussi qui ont soutenu Saddam Hussein en 1980. Ils lui ont donné des centaines de milliards de dollars pour tuer des Iraniens. Eux, et l'Occident à l'époque, aidaient aussi les ennemis de l'Iran. L'Occident a donné des armes chimiques à Saddam, a empêché l'Iran d'acheter même des masques à gaz, et ces pays ont fourni des centaines de milliards de dollars d'aide. Mais après que Saddam a envahi le Koweït, ces mêmes pays ont accepté ou se sont rapprochés de l'Iran.
Et l'Iran a accepté aussi. Les relations ont alors commencé à s'améliorer assez vite, même si à l'époque, ils avaient beaucoup de sang iranien sur les mains, dans une guerre non provoquée. Encore une autre guerre non provoquée. Les Américains voulaient se venger de l'Iran. Alors ils ont encouragé Saddam. Ils lui ont donné des armes chimiques. Et l'ironie, c'est qu'ils ont ensuite détruit l'Irak au nom de ces mêmes armes chimiques qu'ils avaient eux-mêmes données à Saddam. À l'époque, l'Iran a pardonné à ces régimes. Et les Iraniens savent que les gens ordinaires, même dans ces pays-là, soutenaient l'Iran pendant la guerre. On le sait. Et les gens partout dans le monde le savent aussi. Même des gens, pas seulement à Bahreïn, mais ailleurs, encourageaient l'Iran. Ils étaient de son côté. J'ai reçu des messages de personnes que je ne connais pas venant de ces pays qui m'ont dit « On est avec vous ». Et c'est à cause des États-Unis. C'est à cause de l'attaque américaine. Sinon, si ces pays, si ces gouvernements s'éloignaient des États-Unis, s'ils devenaient souverains, tu m'entends, Nima? Moi, je t'entends plus. Ah si, je t'entends. C'est bon. Vas-y. I can hear you. It's okay. Okay. Go ahead. D'accord. Because I lost your picture, I thought maybe I was. J'ai perdu ton image. Je pensais que... Non, ma connexion a coupé. Alors, si ces gouvernements s'éloignent des États-Unis, s'ils mènent une politique étrangère indépendante, l'Iran n'a aucun problème avec ça. L'Iran n'a aucun problème à ce qu'ils entretiennent d'excellentes relations avec Washington. D'excellentes relations avec... sauf avec Israël, bien sûr. L'Iran n'a aucun problème avec tout ça. Ce que l'Iran ne veut pas, c'est que la région du Golfe Persique soit utilisée comme une base pour attaquer ou affaiblir l'Iran. C'est tout. Regardez la relation entre l'Iran et Oman aujourd'hui. Elle est excellente. Est-ce qu'Oman nous a rendu de grands services? Non. Mais Oman n'a pas participé à des actes d'hostilité contre l'Iran, et c'est ce qui en fait un ami. Et tous ces pays pourraient avoir le même type de relation s'ils choisissent d'aller dans une autre direction. Donc non, l'Iran n'a pas d'ambition. L'Iran ne cherche pas à détruire ces pays. Mais si les infrastructures vitales de l'Iran sont détruites par les États-Unis, alors l'Iran ripostera. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Quand les Américains ont commencé à proférer ces menaces, j'ai dit que les gens devaient quitter ces pays immédiatement. Et c'est ce qui s'est passé. Mais si ces pays prenaient leur distance avec les États-Unis et qu'ils refusaient que des tiers utilisent leur territoire contre l'Iran, la situation ne s'améliorerait pas seulement, elle serait bien meilleure. Parce que le potentiel commercial et économique entre ces pays, l'Iran, l'Irak, Oman et tous les autres de la région, est immense. Cela changerait complètement l'équilibre des forces en Asie de l'Ouest. Et aujourd'hui, les États-Unis sont plus faibles. Je pense que ces pays, s'ils le voulaient vraiment, pourraient affirmer leur indépendance vis-à-vis de l'Occident. S'ils le voulaient vraiment. Vous savez, on a demandé à Donald Trump si l'objectif de cette attaque contre l'Iran était un changement de régime. Il a répondu non, ça n'a jamais été l'objectif. Bien sûr que non. Allons, voyons. Il n'a jamais eu l'intention de renverser l'Iran. La reddition sans condition, c'était une blague. Déposer les armes, il plaisantait. Anéantir l'Iran, enfin, il voulait vraiment anéantir l'Iran. Il voulait nous ramener à l'âge de pierre. Ce n'était pas une question de changement de régime, c'était juste une question d'effacer une civilisation. Mais on sait comment Israël a essayé de manipuler la société iranienne. Ce qu'ils ont fait en Iran, ce qu'ils ont fait avec les Kurdes, au Kurdistan irakien, ils ont tout tenté. Et il ne semble pas qu'il y ait le moindre changement en Israël. Imaginons que Benjamin Netanyahu parte et qu'un nouveau dirigeant arrive au pouvoir. Ils auront exactement le même programme. Voici ce que Naftali Bennett a dit à propos de son programme concernant l'Iran. Qu'il y ait un nouveau gouvernement.
et j'espère bien être à la tête de ce nouveau gouvernement. Je veux dire ici au régime iranien, à ce régime, je serai votre pire cauchemar. Je ne céderai pas tant que nous n'aurons pas libéré votre peuple et garanti que vous n'aurez pas d'armes nucléaires. Alors n'espérez rien. Nous ne relâcherons pas nos efforts, parce que c'est un combat pour notre liberté, pour notre sécurité et pour le bien de tout le Moyen-Orient. Oui, il s'adresse au peuple iranien. Yeah, my heart is hurting. J'ai mal au cœur, j'ai une douleur à la poitrine. Bon, vous savez, Naftali Bennett, c'est un monstre génocidaire, tout comme Netanyahou. Je veux dire, c'est un régime génocidaire. C'est une population génocidaire. Les Israéliens sont un peuple malfaisant, d'après leurs propres sondages, pas d'après ce que quelqu'un d'autre aurait dit. Ils soutiennent le génocide, une écrasante majorité d'entre eux. Ce n'est pas 52%, ce n'est pas 55%, ce n'est pas 60%. C'est bien au-delà de ça. Donc il n'y a aucune différence. Mais le régime israélien a été très durement touché, et il est clair que dans tout affrontement direct avec l'Iran, ils seront du côté perdant. On a déjà vu ça, et on va le revoir une troisième fois, quand Trump a en gros fait ses concessions. Mais les Américains ordinaires commencent, à voir comment ils sont manipulés et contrôlés par les sionistes. Ce n'est pas bon pour le régime. Et ce type, il y a quelque temps, a en quelque sorte lancé cette menace implicite, disant qu'il pourrait y avoir un autre 11 septembre aux États-Unis. C'était quoi ça? Now, si vous avez vu cette interview. Oui, En gros, vous savez, pour moi, ça ressemblait plus à une menace qu'à autre chose. Je veux dire, pour le 11 septembre, je suis assez certain que les Israéliens y ont joué un rôle en utilisant des intermédiaires d'Al-Qaïda. Mais bon, quoi qu'il en soit, les types qui dansaient dans les rues, enfin, les Israéliens qui dansaient à New York. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'animosité entre l'Iran et le régime israélien est toujours bien présente. Rien n'a changé, et nous continuerons à agir contre eux jusqu'à ce que le suprémacisme ethnique disparaisse. Et nous continuerons à soutenir le peuple de Gaza, le peuple de Cisjordanie, les exilés, les réfugiés et ceux qui vivent en Palestine, ou les Palestiniens qui y restent encore comme citoyens de seconde zone. Mais évidemment, nous allons être très prudents. Ce n'est pas fini, et ce n'est pas seulement Israël. C'est aussi les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas nos amis. Le gouvernement américain est notre ennemi, et il le restera. C'est pour cela que la région doit se rassembler. Et c'est pour cela que l'Iran veut que les pays de la région s'éloignent des États-Unis, pour construire un avenir meilleur pour la région et pour affaiblir l'Empire. C'est possible, mais il faudra voir ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir. le blocus mené par les États-Unis dans le Golfe Persique est-il terminé? Et quelle est la situation concernant le contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran? Le blocus est terminé pour le moment. Les Iraniens ne laisseront passer que certains navires par le détroit, et l'Iran continuera de contrôler le détroit d'Ormuz de façon permanente. Dans 2 mois, l'Iran commencera à percevoir des frais pour la protection de l'environnement, l'assurance, la sécurité et ce genre de choses. Et ça, à mon avis, c'est en coordination avec Oman. Parce qu'il y a eu des discussions disant que l'Iran allait se coordonner avec Oman. Ces 2 pays contrôlent en gros le détroit d'Ormuz. Et on a entendu dire que les pays du CCG pourraient avoir des discussions entre eux, entre les pays du Golfe Persique. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, les négociations et la coopération, c'est très bien. Et c'est exactement ce que cherche l'Iran.
Mais si vous parlez de contrôler le détroit d'Ormuz, non. Ce n'est pas à eux d'en avoir le contrôle. Ce sont des eaux territoriales iraniennes et omanaises, mais l'Iran propose et encourage un dialogue plus large avec les autres pays de la région du Golfe Persique. Quel pays a été le médiateur le plus influent dans les discussions entre l'Iran et les États-Unis? Était-ce le Pakistan ou le Qatar? Parce que récemment, on a vu le Qatar se rendre 2 fois en Iran pour discuter avec les Iraniens pendant que les négociations ou les échanges de messages étaient en cours. Ils ont tous les deux joué un rôle constructif. Mais au bout du compte, Nima, tant qu'il n'y a pas une réelle volonté des États-Unis de résoudre un problème, pour une raison ou une autre, pas forcément par bienveillance, mais parce qu'ils y trouvent leur propre intérêt. S'il y a cette volonté, alors il y aura des avancées. S'il n'y a pas de volonté, rien de ce que feront les Qataris, les Pakistanais ou qui que ce soit d'autre n'aura le moindre effet. C'est seulement quand les Américains reconnaissent que l'Iran est fort et qu'il n'est pas intimidé qu'ils font des concessions. Et les Iraniens vont continuer à montrer leur force face aux États-Unis à la table des négociations, parce qu'ils ne comprennent que la force. Ils ne comprennent que le pouvoir. Et l'Iran ne s'en cache pas. Avant, l'Iran était toujours prudent. Il essayait toujours d'éviter l'escalade. Et des gens comme moi, parfois, étaient très critiques. Certains comme moi reprochaient même à l'Iran d'être trop conciliant. Mais après que la guerre a été imposée à l'Iran, pas celle de l'an dernier, celle-ci, les Iraniens sont devenus beaucoup plus affirmés. Et ça ne changera pas. L'ennemi a tout donné. Il a tout fait pour nous détruire et il a échoué. Alors maintenant, on sait qu'il n'a plus rien dans sa manche. Il peut continuer la guerre, il peut tuer encore plus d'Iraniens, plus de Libanais et plus de Palestiniens. C'est possible, mais ils ne peuvent pas gagner. Du coup, les Iraniens vont être beaucoup plus durs pour l'instant, parce qu'ils nous ont poussés dans cette nouvelle situation. La région a changé, le monde a changé, le statut du détroit d'Ormuz a changé. Et l'Iran fera en sorte que tout cela se reflète à la table des négociations et dans tout ce qui en découlera. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir un accord. Ce n'est qu'un protocole d'accord et il peut s'effondrer la semaine prochaine. Il peut s'effondrer le mois prochain. On peut se retrouver dans une impasse dans 2 mois et on peut même avoir la guerre. Dans les semaines et les mois à venir, tout est possible. L'Iran se prépare à tous ces scénarios. Est-ce qu'il y a des discussions ou des négociations avec le gouvernement irakien à propos de leur système de défense aérienne ou de la manière dont ils peuvent contrôler leur espace aérien? Parce que leur espace aérien a été utilisé contre l'Iran pendant la guerre et il a été utilisé à plusieurs reprises pour attaquer l'Iran. Qu'est-ce que l'Iran peut faire pour améliorer cette situation, pour réduire le risque que l'espace aérien irakien soit encore utilisé contre lui? Le gouvernement irakien doit briser l'emprise que les Américains ont sur lui. À cause de Saddam Hussein, de sa stupidité et de ses guerres incessantes contre l'Iran et le Koweït, les Américains ont pu envahir le pays. Mais en plus, ils ont la main mise sur l'argent irakien issu de la vente du pétrole. Le programme Pétrole contre nourriture et les sanctions qu'ils ont imposées à l'Irak ont empêché les Irakiens d'accéder à une véritable indépendance. Alors, chaque fois que les Irakiens font quelque chose qui ne plaît pas aux Américains, ces derniers exercent une pression en bloquant l'argent irakien déposé dans les banques américaines. Ils le retiennent. L'Irak ne peut pas simplement récupérer son propre argent aux États-Unis, l'argent qu'il tire de la vente du pétrole. Tout passe par ces banques, et ce sont les Américains qui décident combien ils en reçoivent. Voilà la situation en Irak. Et ça, il faut que ça change.
That's the situation in Iraq. That has to be broken. And the Iraqis have to think. The problem is that the United Les States Irakiens and doivent Arab réfléchir. regimes Le problème, c'est que les États-Unis, l'OTAN, les régimes arabes et la Turquie ont tous leurs gens en Irak. Et bien sûr, ils sont dans le camp américain. Donc à chaque fois que la majorité au Parlement, celle qui soutient la résistance, essaie d'affaiblir la position des États-Unis, tous ces groupes, les groupes kurdes et d'autres liés à ces pays, cherchent à saper le gouvernement. L'Occident dispose donc d'outils très puissants en Irak pour maintenir cette emprise coloniale extraordinaire sur le peuple irakien. Et ça, il faut y faire face. C'est ça, le vrai enjeu en Irak. C'est le vrai problème. Mais je pense qu'à terme, ce sera réglé, parce que l'Empire est en déclin et qu'il y aura des solutions. Les Irakiens doivent commencer à vendre une partie de leur pétrole à l'Iran. Ils doivent envisager d'autres manières de faire des affaires, parce que la situation actuelle n'est pas tenable. Oui. This is not sustainable. Yeah. Just before wrapping up, Professor Marandi, again, Avant de conclure, professeur Marandi, je voudrais revenir encore une fois sur la question de Gaza et de la Cisjordanie. Sans Gaza et la Cisjordanie, la situation ne serait pas la même qu'au Liban. Il n'y aurait pas eu la guerre au Yémen. Il n'y aurait pas eu la guerre contre l'Iran. C'est tout l'équilibre de la région qui en dépend. Et on sait bien comment cette guerre a entraîné. Oui, exactement. On n'aurait pas eu non plus cette sale guerre en Syrie. Gaza, en fait, c'est la racine de tous les problèmes dans la région. Gaza, la Cisjordanie et la Palestine. Et vous pensez que la région va le comprendre? Les pays du Golfe, la Turquie, l'Iran, le Pakistan? Parce qu'ils doivent comprendre que soit tout le monde peut prospérer, s'améliorer, avancer ensemble, soit tout le monde s'effondre ensemble. Il n'y a pas d'autre issue. La guerre contre l'Iran a montré aux pays du Golfe qu'il n'y a aucun moyen de coopérer ou de s'allier avec les Israéliens contre l'Iran en espérant en tirer un bénéfice. C'est le résultat de cette guerre. Et je dirais la même chose pour la Palestine. Il faut qu'ils fassent quelque chose pour la Palestine, pour la Cisjordanie et pour Gaza, ensemble. Well, if Abdullah and Erdogan and Eh bien, Aliyev and Abdullah, Sisi and the leaders of Erdogan, the regimes in the Aliyev, Sisi et les dirigeants de ces régimes du Golfe Persique n'étaient pas du bon côté de l'histoire. S'ils n'avaient pas été du mauvais côté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ils le sont, vous savez. C'est intéressant. L'Iran et le Yémen sont les deux seuls pays qui ne sont pas vraiment sous une menace directe du régime israélien. Le projet du Grand Israël inclut la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Il n'inclut pas le Yémen. Il n'inclut pas l'Iran. Il inclut la Turquie. Aucun de ces pays n'est prêt à bouger, à faire quoi que ce soit contre ce projet. Ils collaborent tous. Tous ces pays collaborent. En période de génocide, certains sont plus malins, comme Erdogan. Il parle beaucoup et fait semblant d'être pro-Palestine. Mais ce n'est que de la propagande destinée à nourrir ses partisans, qui, dans leur imagination, croient encore que leur gouvernement soutient la Palestine. that their government supports Palestine. But none of them do. But if Mais aucun d'entre eux ne le fait. Mais si, à mesure que l'Empire américain s'affaiblit, je pense qu'il deviendra plus facile de convaincre certains de ces gouvernements, au moins par instinct de survie, de changer leur politique. Parce que leur population, les populations de tous ces pays, soutiennent la Palestine. En Turquie, l'opposition et ses partisans soutiennent tous la Palestine. En Égypte, tout le monde soutient la Palestine. En Jordanie aussi et ailleurs. Donc, même s'ils adoptaient simplement une position neutre, si ces pays, au lieu de continuer sur la voie qu'ils ont choisie jusqu'à présent, décidaient juste d'être neutres, de s'éloigner un peu des États-Unis, de ne pas coopérer avec le régime israélien, alors le régime israélien serait gravement affaibli. Oui, merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. C'est toujours un plaisir.